L'électricité est indispensable à la vie de nos sociétés complexes. Et depuis 2008, ERDF a pour mission de la distribuer aux Français. ERDF gère pour cela un réseau extrêmement complexe de lignes basses et moyennes tensions, pour une longueur totale de 1 300 000 km, l'équivalent de 32 fois le tour de la Terre. Et lorsque les éléments abîment le réseau électrique, ERDF peut compter sur la FIR, la force d'intervention rapide de l'électricité. Il y a besoin de réparer, on se pose pas de questions, on y va quoi. Il n'est pas accouché quoi le poteau. Hein. Si tu préfères, il a pris un pet parce qu'il était un peu en angle et il s'est dégarni en haut. Et s'il y a vu que la pluie encore c'est pas gênant, on s'équipe et puis. Mais là, il faut attendre la décrue de la rivière pour pouvoir accéder au pied des supports et des conducteurs, quoi, parce que c'est vraiment trop risqué. La FIR, ce sont 2000 techniciens mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour venir redonner l'électricité aux Français. Même en période de Noël, oui, effectivement, la FIR fonctionne, heureusement. Et on a réveillonné en route. On a trouvé un Chinois d'ouvert. On a trouvé un Chinois, ouais. Redonner l'électricité aux Français, c'est la guerre menée par ERDF. Aujourd'hui, la FIR fait partie de ERDF. Cependant, cette force est née à la fin de l'année 2000, bien avant la création de l'entreprise, à une époque où la distribution de l'électricité est encore assumée par EDF au travers de sa direction EDF-GDF Services. Mais il faut remonter un an avant, en 1999, pour comprendre d'où vient la FIR. En cette fin de XXe siècle, la guerre froide est terminée depuis longtemps. On commence à peine à parler du changement climatique. Et la France connaît la prospérité économique. En janvier 1999, l'euro remplace le franc. Et en août, les Français peuvent profiter pleinement d'une magnifique éclipse totale de soleil. Les fêtes de fin d'année approchent et EDF, comme toute la France, se prépare au bug informatique censé accompagner le passage à l'an 2000. Personne n'imagine ce qui va arriver. On avait décidé quelques mois avant qu'on allait mobiliser des personnels puisque, en cas d'interruption provoquée par un bug informatique, la seule solution était de disposer de moyens de personnel pour remettre sous tension. Ça nous a servi puisque finalement, ce personnel a travaillé pour un autre bug, un bug climatique que nous n'attendions pas. Une très violente tempête balaie le nord 180 km/h sur les côtes. Les dégâts matériels sont considérables. Des lignes SNCF provoqué autant de morts. Tout d'un coup, j'ai vu quelques arbres qui sont tombés dans mon lotissement et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui n'était pas uniquement un petit coup de vent traditionnel. Le dimanche 26 décembre 1999, la tempête Lothar touche durement le nord de la France et détruit tout sur son passage. On mesure par endroits des rafales à plus de 250 km/h. À Paris, l'anémomètre de la Tour Eiffel reste bloqué à 216 km/h. La France vient de vivre une des tempêtes les plus fortes de son histoire. Des centaines de milliers de Français n'ont plus d'électricité. Les équipes d'EDF se mettent alors au travail. Ma mémoire n'est pas extrêmement précise, mais je pense qu'on doit avoir 1 ou 2 millions de clients coupés. Se met en place les procédures qui sont des procédures, j'allais dire éprouvées, qui fait que dans la matinée du 27, on commence à travailler. Mais le soir du lundi 27 décembre, Martin, une autre tempête encore plus dévastatrice, traverse cette fois le sud de la France. Les gars étaient sur le terrain, ils nous disaient qu'il y avait un vent terrible, les fourgons qui bougeaient, etc. Donc ils se mettaient à l'abri dans les fourgons. Bon, ben, on a attendu que ça passe. Alors même que la deuxième tempête fait rage dans le sud, le président d'EDF est invité au journal de 20h pour faire le point sur les dégâts de la première tempête. Ce soir, on a apparemment réduit ce chiffre à 900 000. Nous avons avec nous François Roussely, qui est le président de l'EDF. Vous pouvez nous confirmer ce chiffre ? Je me souviens de l'avoir eu sur son portable, en gros toutes les demi-heures, dans l'heure et demie, les 2 heures qui ont précédé le journal de TF1 pour lui dire on a 1 million de clients plus coupés, 1 million de clients plus coupés, 1 million de clients plus coupés. Vous voyez qu'en l'espace d'une heure, c'est 500 000 autres Français qui ont perdu l'électricité. Donc c'est une mobilisation de tous les instants qui nous rend très modestes. Outre l'effet d'agacement que j'ai pu sentir sur lui, en pratique, c'était bien l'illustration que la situation
s'aggravait considérablement pour arriver à 7 millions de clients coupés le lundi soir. « 7 millions de clients coupés, un quart des abonnés français. C'est bien une catastrophe qui vient de s'abattre sur EDF. Mais aussi, bien entendu, sur la France et l'Europe. 91 morts, des centaines d'immeubles éventrés et de toitures arrachées. Des millions d'arbres abattus. Des dégâts colossaux qui coûteront plus de 15 milliards d'euros. Le réseau électrique hexagonal est très touché. 10 000 kilomètres de lignes sont à terre. Des milliers de pylônes et de poteaux se sont brisés comme des allumettes. La double catastrophe est devenue la tempête du siècle. BCC, j'écoute. Au matin du mardi 28 décembre, la moitié des 7 millions de foyers a pu retrouver l'électricité grâce à des systèmes pilotés à distance. Mais il reste encore 3 400 000 foyers privés de courant. 64 départements français sont concernés. Du jamais vu dans toute l'histoire de l'électricien public. Et honnêtement, je crois qu'il faudra mieux privilégier le grand nombre de foyers à rétablir, parce que passer les fêtes de fin d'année dans l'obscurité, c'est pas pour un service public comme nous quelque chose de très exaltant. Le mot d'ordre que vous avez donné à vos troupes ? Travailler vite et bien et faire attention à la sécurité de manière à ne pas prendre de risques parce que ça serait en plus une catastrophe humaine. Les techniciens se lancent alors sans attendre dans le plus grand chantier auquel leur entreprise a jamais été confrontée. Il faut faire vite. Le réveillon du 31 décembre approche et l'activité économique va bientôt reprendre. Les électriciens rentrent de vacances en urgence et reçoivent l'aide de l'armée. C'est le câble qu'on a dégagé là. Vous voyez tout ce qu'il y a dessus? Mais ils reçoivent aussi pour la première fois dans l'histoire du pays le renfort des électriciens de l'étranger. Anglais, belges, allemands, luxembourgeois, italiens, espagnols, marocains, pour ne citer qu'eux, et il y en a sûrement eu d'autres. You go with the two ladies to Versailles and you go to Mister to Mantes-la-Jolie. Allez vite, dépêche-toi. Hop, tac. Allez vite, hein. Le 31 décembre, 4 jours après le passage de la tempête du siècle, les efforts d'EDF n'ont malheureusement pas suffi. Ce sont en effet 500 000 foyers français qui passent le réveillon à la bougie. Je crois que c'est un des seuls réveillons qu'on a pu faire le plus calme. C'est dans l'ouest de la France, particulièrement touché par la tempête, que l'on trouve l'immense majorité des coupures d'électricité restantes. Une situation qui va pousser le président Rousselet à réagir. Il va se passer quand même un événement important, c'est la rencontre je crois que c'était le 2 janvier, à Bordeaux. Le président en retire l'idée qu'au train où on va, le dépannage peut durer un mois et demi, et il nous met en demeure de trouver les moyens nécessaires, l'organisation nécessaire pour rétablir l'électricité dans des délais plus acceptables, une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Après discussion avec Yves Colliot, il nous est apparu que la seule façon était d'arrêter le travail dans les autres unités, dans les unités moins touchées, et faire migrer tous les personnels concernés vers les unités les plus touchées, c'est-à-dire en gros la Bretagne, la Normandie, la région centre et le sud-ouest. Vers 1h du matin, un des responsables, on va dire, du niveau national a appelé le directeur d'EDF Arras en disant « On va sûrement avoir besoin de gens du Nord-Pas-de-Calais pour descendre en Charente ». Hier, à Paris, EDF a donc lancé un appel au renfort. Conséquence, à Besançon, comme ici à Montbéliard, on se mobilise. On partait tous ensemble, on passait les péages. Il y avait Jean-Marie qui était chargé de payer, donc il comptait les camions et puis il passait à la caisse. Et puis voilà, il payait avec sa carte bleue. Les retraités ont été mobilisés et certains sont venus spontanément se présenter dans les agences. Donc moi, j'ai eu un retraité qui est parti 3 jours avec moi. Et c'est une aide précieuse, très précieuse, puisqu'elle est l'élan de solidarité. Des milliers d'électriciens arrivent de toute la France pour aider leurs camarades de l'Ouest. C'est un vrai changement de culture pour l'entreprise qui n'a pas pour habitude de délocaliser son personnel. On a trouvé des hôtels nous-mêmes, on a créé le PC nous-mêmes, on est parti comme ça à l'aventure. Faire affluer des gens suppose de pouvoir les héberger,
de pouvoir leur donner du travail, d'organiser leur travail. Et tout ça n'était pas préparé et se fait dans une certaine précipitation puisqu'on écrit une histoire qui n'existait pas jusqu'à présent. Deuxième changement et non des moindres. Lors des opérations de dépannage, l'entreprise avait pour habitude jusque-là de privilégier la réparation de son réseau. Désormais, c'est un tout autre discours que tiennent les ingénieurs et techniciens sur le terrain. Quand vous avez un territoire extrêmement vaste, avec plusieurs millions de clients coupés, le réflexe doit être non pas de rétablir les ouvrages, mais de rétablir l'alimentation des clients. Ce qui n'est pas la même définition, ce qui ne sont pas les mêmes mesures à prendre, ce qui n'est pas la même méthodologie. Les gars sur le terrain, ils étaient allés démonter un bout de clôture électrique pour pouvoir rabouter le réseau basse tension qui était en fil nu, de manière à pouvoir remettre l'électricité. Donc effectivement, ça ressort vraiment du système D. J'ai fait des poteaux avec des arbres, on a fixé des isolateurs dessus, on a passé un réseau pour alimenter. Quand je dis bricolage, attention, tout est fait en sécurité, que ce soit pour les tiers ou pour les agents qui le réalisent. On ne fait pas du n'importe quoi non plus. Troisième changement enfin, les groupes électrogènes. Avant la crise, l'entreprise publique n'en possédait que 200 et s'aperçoit très vite qu'ils sont de bons outils pour réalimenter rapidement les foyers. L'entreprise va dès lors accroître leur utilisation. On était en concurrence avec d'autres services publics qui eux aussi cherchaient désespérément des groupes électrogènes. Donc par exemple, pour rétablir l'eau, il fallait que les stations de pompage soient alimentées. D'ailleurs, on a découvert que c'était une priorité dans la réalimentation de réalimenter les stations de pompage pour que les gens aient de l'eau courante. Une soixantaine ont déjà pu être dispersés auprès des maisons de retraite, mais aussi d'entreprises pour éviter les trop longues périodes de chômage technique. Et puis, il faut avoir conscience aussi que les groupes électrogènes, ce n'est pas que le groupe, c'est le camion pour amener le groupe, c'est le système d'approvisionnement en fuel qu'il faut maintenir, et puis c'est la surveillance. S'il faut 450 litres de fuel toutes les 8 heures et même toutes les 7 heures, qu'est-ce qui va payer, si l'on peut dire, toute cette charge ? Des questions qui mettent en lumière l'importance de la logistique lors d'une crise de cette ampleur. C'est ainsi que pour faire face à la très forte demande en matériel due à la multitude de chantiers en cours, les responsables de l'entreprise ont mis en place un dispositif exceptionnel. Nous avons mobilisé, mais dès les premiers jours, les fabricants de matériel qui se sont organisés en 3-8. Mais ceci ne suffisait pas. Donc on a fait venir du câble d'Italie, qui d'ailleurs était légèrement différent du nôtre, ce qui a posé des problèmes d'adaptation. On a fait venir beaucoup de matériel de Côte d'Ivoire. Et ces matériels, comme on était très pressés, il était livré par avion. Il y avait les Antonov, il y avait les Transal de l'armée, il y avait des hélicoptères lourds, parce qu'il a fallu acheminer le matériel jusque sur les chantiers. Nous avons consommé, dans ce début du mois de janvier 2000, 1 an de consommation de l'entreprise. Grâce aux gigantesques ponts aériens et grâce aux nouvelles méthodes adoptées dans l'urgence, les efforts des électriciens finissent par payer. Le 13 janvier 2000, en effet, après 20 jours de travail acharné, le dernier des 3 400 000 foyers retrouve enfin l'électricité. Donc pour nous, a priori, c'est gagné, quoi. Il aura fallu des centaines de rotations d'avions et d'hélicoptères, tirer 250 km de lignes chaque jour et brancher des milliers de groupes électrogènes sur le réseau pour y arriver. En tout, ce sont 55 000 hommes qui ont travaillé dans des conditions impossibles pour redonner l'électricité aux Français. Eh ben écoute, bonne nouvelle terminée pour moi. C'est quand l'électricité revient qu'on sait le métier qu'on fait? Ouais, je crois. Je crois qu'avant tout, EDF n'a pas perdu son savoir-faire. Quand je suis rentré dans la maison, la lumière était allumée. La réaction, c'est la joie. C'est la joie. Quand on a repris la route, il y avait les gens qui nous applaudissaient sur les trottoirs en levant les poings et puis en disant que c'était super ce qu'on avait fait. On s'arrête sur un aire de repos et on voit une R5 blanche. Le gars en panne complètement. On a dépanné cette personne âgée. On lui a expliqué qu'on venait de dépanner une partie de la France en énergie. Et bien, Quillan, il était pratiquement le dernier client qu'on alimentait. Pour tous ceux qui n'ont pas été rétablis, qui n'ont pas vu l'électricité revenir le 31 décembre, l'abonnement sera gratuit pendant toute l'année 2000. Le coût immédiat des opérations de réalimentation est de 760 millions d'euros. On a la conscience qu'en fait, c'est une demi-victoire parce que le réseau est ruiné. Il y a encore beaucoup de groupes électrogènes, mais il
y a surtout beaucoup de fils à terre qui ont été déroulés dans la rapidité. Et on sait que derrière, il va falloir reconstruire tout ça. Il faudra en effet près de 2 milliards d'euros supplémentaires et plus d'une année à l'entreprise pour reconstruire entièrement le réseau. On n'a pas eu d'accident. On a eu pendant 3 semaines plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé sur le réseau, dans des conditions évidemment extrêmement difficiles. Je rappelle que c'était l'hiver, qu'il ne faisait pas beau, qu'il y avait du vent, que tout était par terre. Non seulement notre réseau, mais toute la forêt française. De mémoire, le seul accident, ou assimilable à un accident que nous ayons eu à déplorer, c'est un de nos collègues qui est mort d'une crise cardiaque dans son lit. Pas chez lui, à l'hôtel, mais bon, il n'y a pas eu d'accident du travail au sens traditionnel du terme, même évidemment, si cette mort-là est une mort de trop. On rentre à la maison, on est très fatigué, parce qu'on a fait quand même pas mal d'heures, mais qu'est-ce qu'on est fiers. Fiers de notre entreprise, fiers de porter notre image, fiers de ce que l'on a fait. Les techniciens ont toujours eu, depuis les années 90, un peu de vague à l'âme, en pensant qu'on s'occupait beaucoup de commerce, beaucoup de clientèle. Et là, cette tempête a fait prendre conscience que finalement, la distribution, c'était quand même d'abord du réseau, des électrons, que c'était d'abord de la technique. Et les gens qui travaillaient retrouvaient un peu l'esprit, certains auraient dit de la nationalisation, l'esprit un peu pionnier. Après la Seconde Guerre mondiale, en effet, EDF a eu pour mission d'électrifier la France, qui connaît alors un fulgurant développement. Et la tempête du siècle a en quelque sorte été l'occasion de retrouver cette époque héroïque où les techniciens jouaient les premiers rôles. Mais paradoxalement, 99 est aussi l'occasion de voir émerger les valeurs qui n'avaient jusque-là pas la faveur de ces mêmes techniciens. Nous avons trouvé, au cours de la crise de 99, la pleine justification du fait que nous nous obstinions à considérer que nous avions des clients et non pas des usagers. Je veux dire, là, ça a pris tout son sens. La tempête de 99 vient donc confirmer que l'électricien public a des devoirs envers les Français, perçus traditionnellement comme de simples abonnés passifs. Une réalité que l'entreprise cherche à mettre en lumière depuis les années 70. Au fond, le président Roussely a été clairvoyant. Nous obligeant à changer notre façon de faire, en nous mettant les pieds dans les reins pour accélérer les dépannages, il nous a projetés vers une autre entreprise, une entreprise sans doute plus en rapport avec les attentes de ses clients. Après 99, EDF décide donc de devenir une autre entreprise qui ne laissera plus jamais les Français sans électricité. D'où la décision de créer. Alors il fallait lui trouver un nom, on l'a appelé la force d'intervention rapide. J'ai confirmation des messages de préalerte que nous avions eus hier soir. J'ai eu ordre de mobilisation d'une cohorte pour aller secourir dans la région de Reims. Le 5 décembre 2000 a lieu dans le nord de la France le premier essai grandeur nature de la FIR. La mission de la force d'intervention rapide de l'électricité est très précise. En cas de coupure massive suite à un événement climatique, la FIR devra rétablir l'électricité chez 80% des clients en moins de 24 heures et chez 95% en moins de 5 jours. La FIR, ce sont les agents qui travaillent tous les jours, dont on va leur dire à un moment, mais vous arrêtez le travail sur lequel vous vous êtes engagé, et puis maintenant, ça y est, demain, on part à 500 km de là, et en une demi-journée, on sait s'organiser pour partir. Au total, la FIR comptera 2000 hommes en réserve, organisés en cohortes, présentes dans chaque division régionale de l'entreprise. Dès qu'ils ont mis la FIR en place, nous, les chargés d'affaires, on a été mis dans la FIR, hein, bien sûr, ceux qui voulaient. Moi, oui, là, je suis volontaire. Je crois que 99,99% des monteurs et électriciens d'EDF à l'époque ont dit « moi, je veux appartenir à la FIR ». Et pour définir les méthodes d'intervention de la FIR, on s'est appuyé sur l'expérience de la tempête de 99 et de ses enseignements. Il faut que les ressources qui vont venir quelque part sachent exactement avec quoi elles doivent venir.
parce que c'est pas au moment où on démarre qu'on dit, bon, en fait, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc il faut qu'elles viennent avec leur informatique, leur photocopieur, enfin, pour des actions de longue durée, elles doivent être complètement autonomes. C'est un petit peu une logique militaire. Le deuxième enseignement de 99 porte sur le matériel de réparation. On a travaillé sur la définition de kits préparés, tout prêts, disponibles, en fonction de la nature du réseau, et que ces kits soient disponibles sur les 11 plateformes Serval et livrables dans les 24 heures, au plus près de l'événement climatique. Quant au troisième enseignement, il a incité l'entreprise à investir massivement. Derrière cette tempête de 99, nous avons créé 3 plateformes de groupe électrogène qui existent toujours. Une plateforme à Aix, une plateforme à Orléans et une plateforme à Bordeaux. Une fois mise en place, 3300 groupes électrogènes en tout et 99 kits de réparation sont à la disposition des 2000 hommes de la FIR. Et le dispositif prévoit aussi, pour les cas exceptionnels, des procédures de mobilisation d'entreprises partenaires et d'électriciens étrangers, auxquelles la FIR pourra par ailleurs porter secours en cas de crise hors des frontières de l'Hexagone. Je pense qu'il y a une professionnalisation de la réponse, il y a une rationalisation qui est intéressante. Et en plus, en termes de communication, dire qu'il y a, en plus rien que le nom, FIR, bon, c'est quand même assez frappant. Il y a là une réponse, il y a une image qui est extrêmement forte et qui est certainement un plus pour l'entreprise. 99, on comprend qu'on ne peut pas résister à tout. On va passer d'un concept de chaîne, je résiste, à un concept de roseau, je sais plier. Et la FIR, ça veut dire je ne sais pas résister à tout, mais je vais me débrouiller pour vous apporter de l'électricité pour que vous puissiez, vous, être résilient. Et donc on passe d'un concept de résistance à un concept de résilience. C'est assez unique au monde comme démarche. Née d'une gigantesque tempête, la force d'intervention rapide de l'électricité est prête à affronter la prochaine crise météo. Alors qu'un nouveau millénaire commence. 11 septembre, changement climatique. Le 21e siècle se place d'entrée sous le signe du danger. Bientôt, le développement d'Internet et des nouvelles technologies accélère la vie des Français. Au cours de cette première décennie 2000, la FIR se mobilise parfois, mais de manière limitée. Comme ici en 2002, pour aller aider les électriciens anglais confrontés aux dégâts de la tempête Janet. Doucement, doucement! Slow! Le véritable bouleversement que va connaître EDF est d'une toute autre nature. Suite à une directive européenne, la France entame en effet une restructuration de son secteur électrique. Dès 2005, l'entreprise est en partie privatisée, puis se sépare bientôt en 3 entités distinctes et autonomes. EDF conserve la production et la commercialisation de l'électricité. RTE s'occupe de son transport, c'est-à-dire des lignes très haute tension. Quant à la nouvelle entreprise ERDF, créée le 1er janvier 2008, elle s'occupe donc de sa distribution et des lignes moyennes et basse tension. La raison de cette réorganisation est simple. Dans le cadre de la libre concurrence, il faut permettre à tout futur vendeur d'électricité d'accéder librement à un réseau indépendant d'EDF. La nouvelle entreprise ERDF hérite donc de la mission de service public que représente l'acheminement de l'électricité directement dans les foyers. Une mission désormais définie dans un contrat que l'État a signé avec EDF et dont ERDF a hérité. Un contrat dans lequel l'entreprise s'engage à maintenir la FIR. Et pendant cette décennie de bouleversement, la future entreprise ERDF n'a cessé d'améliorer sa réponse à la crise climatique. Tout d'abord en investissant dans ses réseaux, en particulier dans l'enfouissement des lignes moyenne tension. Des enveloppes complémentaires d'investissement seront décidées par François Rosely à partir de 2000 et pour les années qui vont suivre. Des travaux d'enfouissement vont être décidés, particulièrement dans les zones boisées, parce qu'on a constaté lors des événements climatiques que les arbres qui s'écroulent sur les lignes, c'est plutôt dans les zones boisées. Ça va correspondre en gros à 1% d'enfouissement du patrimoine EDF par an. La décennie 2000 permet à la future entreprise d'étoffer aussi son dispositif d'urgence. Dispositif dont la FIR n'est en fait qu'une partie.
Car s'il faut bien une force sur le terrain, la gestion d'une crise nécessite aussi toute une organisation cohérente en arrière des lignes. Des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre pour que la FIR intervienne dans les meilleures conditions. Dans la préparation, il y a l'organisation, mais il y a aussi les outils de prévision. Alors, les outils de prévision avaient été développés depuis les années 90 avec la météo, mais avec un focus particulier sur la neige collante. La neige collante a la particularité d'être très dévastatrice sur les réseaux, mais en général, c'est très localisé. Donc c'est vraiment très différent des tempêtes comme on a eu en 99. Et donc, nous avons, à l'issue des tempêtes de 99, complété le service de prévision que nous avions sur la neige collante sur d'autres dimensions, et notamment la dimension tempête. Créé en 2001 à Toulouse, Géricault est le service de prévision des aléas climatiques à la disposition de RDF et de la FIR. Géricault, ça veut dire gestion du risque quotidien. La mission de Géricault, c'est d'alerter les agents de RDF en amont des épisodes météo violents. Nous sommes 12 prévisionnistes organisés en roulement d'astreinte, c'est-à-dire qu'on peut surveiller ces aléas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. On a une liste de diffusion nationale du bulletin d'alerte. Et donc ça va toucher à la fois la direction nationale de RDF et les services de crise, mais aussi aux ACR et aux CAD, les centres d'assistance dépannage. Lorsque Géricault émet un bulletin d'alerte météo, celui-ci arrive dans les agences de conduite régionale, ou ACR. Au nombre de 30 dans toute la France, ce sont de véritables tours de contrôle depuis lesquels on peut surveiller, à distance, les 1 300 000 km de lignes électriques de l'entreprise. Il y a principalement 8 personnes de car sur le déroulement sur 3-8, parce qu'on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tout, ce sont 500 personnes partout en France qui, lorsqu'un événement climatique survient, sont les premières à constater les coupures d'électricité. Lorsqu'on visualise une tempête, c'est assez impressionnant. On voit sur notre outil de conduite informatique nos postes sources qui sont mis hors tension et nos lignes qui sont mis aussi hors tension. Une grande partie des lignes hors tension peuvent alors être rétablies à distance par plus de 100 000 appareils télécommandés. Ce sont des portions qui sont dénommées en défaut, qu'on a repérées en défaut. Ce que l'on fait, c'est qu'on va les isoler. Une fois que l'on les a isolées, on va réalimenter les portions saines par des lignes extérieures. En réalimentant les portions saines du réseau par des lignes de secours, 70% des clients peuvent retrouver le courant en quelques heures. Les portions de lignes qui font toujours défaut après ces opérations nécessiteront une intervention humaine. Alors une fois que l'on a détecté ce tronçon en défaut, on va programmer une visite réelle du terrain pour déterminer l'endroit exact de la réparation. Les ACR jouent donc un rôle fondamental dans l'évaluation des dégâts. Une évaluation indispensable avant d'envisager toute intervention de la FIR sur le terrain. Et pour faire ces diagnostics, ils ne sont pas seuls. Le RDF Service Dépannage, bonjour. Également mis en alerte par Géricault lors des crises climatiques, les 6 centres d'appel dépannage de RDF ont été créés entre 2004 et 2005. Ils centralisent les appels des clients. Le rôle des 200 opérateurs qui y travaillent est de renseigner et rassurer ceux qui n'ont plus d'électricité. On a eu un appel pompier tout à l'heure qui nous signalait des câbles à terre, monsieur. Donc ils ont dû couper au niveau du poste pour intervenir sur ces câbles. Oui, le courant sera rétabli, vous allez le voir. Mais leur rôle est aussi de recueillir le maximum d'informations sur la localisation et la nature des incidents. C'est un poteau en bois, un poteau en béton, vous savez me dire? Un poteau en béton, d'accord. Et c'est du câble torsadé ou du câble fin qui alimente? C'est un gros câble, donc on est sur du torsadé, ok. Donc on va intervenir pour venir sécuriser le poteau, d'accord, et puis qu'il n'y ait pas de perturbations autres à côté de tout ça. Grâce aux informations venant des ACR et des centres d'appel, et grâce aussi aux reconnaissances effectuées sur le terrain, notamment par hélicoptère, les 25 cellules de crise régionales de RDF peuvent chacune faire le diagnostic des éventuels dégâts et déterminer les opérations de réalimentation à prévoir. Et si plusieurs régions sont touchées par l'événement climatique, c'est une cellule de crise nationale, située à Paris, dans une tour de la Défense, qui va coordonner les opérations. Allez, on attaque, on est au complet en cellule de crise nationale. Ce que je vous propose, on va faire un tour en commençant par l'ouest. Donc
point de la situation à 8h30. Premier état des lieux, qu'est-ce que vous découvrez comme type d'incident? 6 régions impactées vont faire leur propre diagnostic et vont exprimer un besoin en ressources, en renfort, pour faire face à l'événement qui se présente à eux. On est actuellement donc en Basse-Normandie, c'est là où c'est le plus touché, 27 000 clients, 14 000 dans le Calvados, 7 000 dans l'Eure et 6 000 en Manche. Le rôle de la cellule de crise nationale, c'est de prendre la main sur la coordination des renforts entre les différentes régions. Je vais envoyer des cohortes. Ce sont des bataillons de techniciens de RDF et qui vont partir d'une région donnée pour apporter tout leur appui à la région sinistrée par des événements. Les 9 de Champagne-Ardenne, tu les fais partir à Rennes. Ils sont partis. Voilà, Ils sont partis. On ne parle pas des 6 autres. Maintenant, sur Lorraine, tu vas en trouver une quinzaine et eux, ils vont aller en Basse-Normandie. D'accord, je te les envoie. De la même façon qu'on va affecter en fonction des besoins des groupes électrogènes ou du matériel préconditionné. Dans les heures qui suivent le passage d'un événement climatique important, la cellule de crise nationale envoie la FIR dans les régions qui en ont besoin. Des hommes venant de régions qui n'ont pas été touchées, ainsi que du matériel et des groupes électrogènes provenant des plateformes Serval les plus proches. Ce dispositif national de crise, il est en relation avec les pouvoirs publics au niveau national. Il est en relation aussi avec les grands opérateurs. Une crise touche rarement uniquement le réseau électrique. Souvent, le RTE, le réseau de transport est concerné, les grands opérateurs de téléphonie, voire d'eau, etc. Il y a un autre rôle très important quand on est en situation de crise, c'est aussi la gestion de la communication. 240 000 clients. Une bonne gestion de la crise, c'est avant tout être rigoureux dans la manière de communiquer. Si, avec le cumul des chiffres annoncés par certains territoires, on arrive à 60 000 et que nous, on annonce 100 000, déjà, c'est pas très sérieux. On ne gère pas la crise de cette manière. Il faut que toute cette communication, finalement, qui est relayée par les territoires, soit en totale cohérence. Oui, bonjour. Effectivement, nous étions à un pic de la tempête à 240 000 foyers privés d'électricité. Le bilan à la mi-journée fait toujours état de 192 000. La FIR, c'est pas juste des groupes électrogènes et des volontaires. C'est beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses, c'est le professionnalisme de RDF qui l'a construit. C'est un métier complexe qui nécessite une vraie compétence et une vraie réflexion sur cette compétence. La FIR, c'est plus que ce que l'on voit. À la création de RDF en 2008, la FIR est donc devenue un dispositif de crise extrêmement complexe. Un dispositif qui va bientôt être éprouvé. En 2009, la FIR va en effet subir son baptême du feu. L'année 2008 est plutôt relativement, entre guillemets, tranquille. Pourquoi ? Parce qu'on met en place nos organisations. Et 2009 arrive avec son lot de tempêtes. Dès le jeudi 22 janvier 2009, Jéricho émet des bulletins d'alerte annonçant l'arrivée d'une tempête exceptionnelle. Mais les choses sont bien différentes. On a prépositionné des moyens, on a prépositionné des groupes. Les agents sont déjà prêts à partir. Depuis 2000, on a pris des options, on a fait des travaux, on a dit beaucoup de choses, on s'est organisé, mais là maintenant on ne joue plus. C'est plus un jeu, c'est la réalité. La réalité en face de nous, cette grande masse-là qui est en train d'arriver, fondre sur nous, parce que c'est arrivé très vite, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, on ne sait pas. Sur le littoral, les rafales ont atteint 170 km/h. Le vendredi 23 janvier dans la soirée, la tempête Klaus frappe le sud-ouest de la France. La catastrophe tue 31 personnes et cause 1,2 milliard de dégâts. La France a connu la nuit dernière et ce matin sa première grande tempête du XXIe siècle, d'une ampleur comparable dans son intensité à celle de 1999. Et pour ERDF, le défi est de taille. 1 700 000 foyers n'ont plus d'électricité. Quel est le degré de destruction et où faut-il envoyer les moyens ? Si vous vous trompez de zone, vous perdez du temps et vous prenez du retard sur le dépannage. Et donc, pendant la journée qui suivra, ce sera une journée d'analyse, mais très peu d'intervention en terrain.
Pendant l'évaluation des dégâts, des cohortes FIR affluent de toute la France pour venir prêter main forte aux équipes locales de RDF. J'étais en train de skier, le soir, je reçois un appel d'un de mes collègues, un des responsables, qui me dit « Je pense que tu vas être mobilisé pour partir, donner un coup de main à la FIR dans le sud-ouest de la France ». J'ai pris le TGV pour descendre sur Bordeaux. À Bordeaux, tout est organisé. Il y avait un taxi qui m'attendait et qui m'a déposé à Orthez. Les entreprises partenaires et les électriciens étrangers sont aussi mobilisés. Au total, 6740 électriciens viennent remettre le courant en urgence. Une fois de plus, les routes sont impraticables, mais là, contact avec l'armée, les choses sont déjà beaucoup plus mécaniques. Bien sûr qu'on a des listes avec des noms, et donc on a déjà anticipé ces contacts. On va envoyer des personnels dans les préfectures, dans les mairies. Ici, il est venu une FIR du Limousin. À Agen, il est venu une FIR d'Île-de-France et une FIR du nord de la France. Le matin, on a un briefing, on leur donne des chantiers. Le soir, ils nous rendent les chantiers, etc. C'est-à-dire qu'ils sont quasi autonomes. Et côté matériel, là aussi, les automatismes ont été trouvés. On a possibilité de commander des kits FIR. C'est quelque chose qui arrive quasiment dans la demi-journée. Vous commandez le matin, vous l'avez dans l'après-midi ou en début d'après-midi. On a livré 2275 groupes électrogènes en 5 jours. J'avais des photos des plateformes groupes électrogènes vides. Il n'y avait plus un groupe disponible à Bordeaux, par exemple, totalement vidé. Klaus, c'est impressionnant, c'est 8000 tonnes de matériel, c'est 600 camions, c'est 12 hélicoptères, c'est 3 Airbus de matériel, c'est une armée, c'est vraiment une armée. Moi, j'ai appelé hier matin, j'ai relancé ce matin. Ils sont là aujourd'hui. Vraiment, moi, je la félicite. Je n'ai plus ni chauffage, ni électricité. Non, enfin, bon, vous êtes là, c'est le principal. La réussite de la FIR face à Klaus sonne comme la revanche de la tempête de 99. C'est reparti. Cette fois, ERDF était bel et bien organisé pour faire face. Bienvenue. C'est parti, heureusement. 2009 a permis de montrer que les options que l'on a prises, alors la FIR, les investissements et puis l'enfouissement, sont les bonnes options et donnent des résultats. Je crois que jusqu'à 2009, on ne savait pas qui c'était ERDF. Et je dirais que c'est vraiment là où l'entreprise a vraiment commencé à exister en tant que telle, en son nom propre, je dirais. Voilà. Mais la nouvelle entreprise n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Car c'est une longue liste d'événements climatiques violents qui vont bientôt frapper la France. Quintin, Xynthia, Joachim, Dirk. Entre 2009 et 2015, ce sont 14 tempêtes ou chutes de neige extrêmes qui ont nécessité chaque fois l'intervention de la FIR. Le contrat de service public donne une obligation de résultat. La majorité des clients en 5 jours. Ce que nous avons largement réussi dans toutes les tempêtes qui ont suivi. Et en fait, c'est bien souvent dans les 48 premières heures que nous avions repris plus de 90% des clients. Notre ambition n'est pas de faire en 5 jours. Notre ambition est de faire en 24 heures, 48 heures, la grande majorité des clients. Pour ERDF, la mission est accomplie. Mais depuis Klaus, en 2009, le combat revêt une dimension supplémentaire, moins évidente. Il faut désormais répondre aux demandes d'une société toujours plus rapide, et dont les médias sont des acteurs et des relais. Combien de foyers sont encore privés d'électricité à l'heure qu'il est ? Il reste 222 000 clients qui sont coupés. Les médias sont sur le pont à l'instant T, chose qui n'avait pas été le cas en 99, où il y avait une petite montée en puissance qui nous avait permis de nous organiser. Là, c'est clair, les premiers poteaux qui sont par terre, ils sont sur Internet. Les premières interventions des salariés de RDF sont sur Internet, avec les aspects positifs et les aspects négatifs. On vous a entendu protester cet après-midi contre l'insuffisance, selon vous, des moyens mobilisés. Oui, parce que je ne pense pas que malheureusement l'électricité sera rétablie là, en fin de semaine. Les lignes aériennes sont par terre. On nous annonce des milliers de personnes sur le terrain. On commence à les voir arriver, mais depuis 3 jours, on ne les a pas vus. La pression externe des collectivités locales, etc., est beaucoup plus importante, oui. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure qu'en 1999, on avait mis 15 jours pour les réalimenter. Aujourd'hui, il est inconcevable de parler de 15 jours
à un élu local, hein. C'est même pas la peine de lui en parler. Là. J'ai entendu sur la radio qu'on avait tiré les enseignements de 99 et qu'en conséquence, les choses étaient s'améliorer pour ce qui est de la remise en service du réseau. Ce n'est pas le sentiment que j'ai sur la commune de Saint-Symphorien. En 2009, on est préparé. On est préparé. Pour autant, les critiques sont beaucoup plus acerbes. On trouvait que c'était anormal, que nos réseaux restent fragiles. Alors, ils l'étaient, bien sûr, et ils le sont encore. On est engagé dans une course qui consiste effectivement à faire des investissements ciblés qui vont permettre petit à petit d'insensibiliser ce réseau. On enfouit presque tout sur les nouvelles lignes électriques, notamment en moyenne tension. 95% des nouvelles lignes sont faites en technique souterraine. La solution d'enfouissement global n'est pas une réponse accessible. On parle de dizaines et dizaines de milliards d'euros pour réaliser un tel programme. Or, ces euros, d'où viennent-ils? Ils viennent de la facture de chaque client. N'empêche que nous, on peut être fiers de ce qu'on fait, mais si nos clients, nos élus ne partagent pas cette fierté, il y a un problème. La multiplication des usages de l'électricité explique aussi que la société française soit très attentive au retour de l'électricité. Il faut imaginer qu'autrefois, il n'y avait pas de congélateur. Autrefois, vous n'aviez pas d'ordinateur. Autrefois, il n'était pas nécessaire de recharger son portable. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas vivre sans électricité. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, la société française attend que l'électricité revienne de plus en plus vite. Cette exigence, symptomatique d'un monde nouveau, oblige ERDF à poursuivre ses efforts. Lors des retours d'expérience, ou REX, qui suivent chaque événement climatique, les responsables des cellules de crise réfléchissent systématiquement aux marges de progrès qu'ils pourront réaliser lors des crises futures. Chez Serval, on réfléchit à une nouvelle composition des kits d'urgence, mieux adaptée à la réalité du terrain. Est aussi en projet une nouvelle base de groupes électrogènes en Bretagne pour une meilleure répartition sur le territoire national. Sur le terrain, enfin, les PDA, smartphones et tablettes, mais aussi peut-être un jour les drones, offriront leur rapidité et leur souplesse d'utilisation pour accélérer encore l'évaluation des dégâts et les réparations. ERDF va même encore plus loin, en développant, en collaboration avec Jericho, un outil de prédiction. En se basant sur les données des crises passées, comme les forces de vent, les incidents occasionnés et les moyens déployés, on pourra bientôt, par recoupement, obtenir une estimation des dégâts et des besoins lors des crises à venir. Donc on est vraiment dans l'anticipation là, de combien de personnes, de techniciens, d'équipes j'aurai besoin demain quand la crise sera là. Et puisqu'il faut se battre toujours plus sur le terrain médiatique, dans ce domaine aussi, ERDF utilise les nouvelles technologies. ERDF a toujours été moderne dans sa démarche de communication. Ce qui a changé, c'est que la cible privilégiée aujourd'hui, ce ne sont plus les médias, ce ne sont plus les journalistes. Ça reste des cibles privilégiées, mais notre communication aujourd'hui s'adresse directement aux clients. Par les réseaux sociaux, ERDF donne de l'information instantanée à ses clients. Et dans ce même but, l'entreprise a créé une application smartphone et une météo de l'électricité sur Internet pour permettre de suivre l'avancée de la gestion des crises climatiques. Vous avez un état de la situation en temps réel, vous avez un état des effectifs déployés sur le terrain en temps réel, et vous avez des informations complémentaires, un lien sur les podcasts, un lien sur nos sources d'informations, etc. En 1999, on a bien identifié lors des retours d'expérience que les clients avaient un fort besoin d'informations, sauf qu'à cette période, à cette époque, on ne pouvait pas répondre efficacement à ce besoin. Aujourd'hui, ce rêve est réalisable grâce aux nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies à disposition du public pourraient bien créer un rapport inattendu entre ERDF et ses clients. Ce qu'on peut imaginer demain, c'est tout simplement un client qui constate un poteau cassé, une ligne à terre, puisse prendre la photo, nous l'envoyer directement par le biais des réseaux sociaux. Et donc ces informations vont permettre d'augmenter et d'avoir une meilleure qualité du diagnostic. La FIR évolue sans cesse. Chaque jour, on invente de nouvelles méthodes. On crée de nouveaux outils qui la font progresser dans son combat contre les coupures d'électricité. Pour nous, la guerre, c'est le temps. Il faut gagner du temps pour aller plus vite dans la réalimentation de nos clients.
Mais c'est en fait une guerre sans fin que mène la FIR. Face à une menace qui mute en permanence. Il y a urgence à agir contre le réchauffement climatique. Dans leur dernier rapport, les scientifiques du GIEC envoient un message très alarmiste aux dirigeants de la planète. Le GIEC annonce un risque de crue majeure dans les métropoles d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine. Des prévisions alarmantes faites par 300 scientifiques du monde entier. Vu les effets que nous prévoyons pour le futur, personne sur la planète ne devrait être épargné. Des prévisions dont on mesure peut-être déjà les premiers effets. Comme ici, en juin 2013, dans la région de Lourdes. Ou là, dans le Var, en janvier 2014. Avec, à chaque fois, une intervention des équipes de RDF pour établir le courant. L'augmentation des précipitations, elle, évidemment, peut conduire directement à une augmentation du risque d'inondation. Il y a eu quelques études qui ont été faites pour la France, pour la Seine notamment. La menace d'une crue renvoie à un événement historique. En 1910, Paris a connu une crue majeure qui paralysa la capitale pendant plus d'un mois. C'est la crue de référence. Ce que l'on peut dire, c'est que si cet événement s'est produit dans le passé, et comme on n'a pas de raison de penser que le climat changera du fait des activités humaines de manière drastique, cet événement-là devrait normalement pouvoir se reproduire comme il s'est déjà produit. Si Paris venait à être inondé de nouveau, la catastrophe serait d'ordre national. ERDF s'y prépare. En mars 2016, l'entreprise va en effet participer à un exercice de simulation de crue organisé par les pouvoirs publics. Un nouveau défi pour l'entreprise et pour la FIR. En attendant, ERDF se modernise encore et toujours. Nous sommes là dans la nouvelle salle de crise des nouveaux locaux de ERDF. Donc nouvelle tour, nouveaux locaux, nouvelle salle de crise évidemment avec de nouveaux moyens également pour faire face aux éventuelles crises qui pourraient survenir dorénavant. La FIR reste quand même et restera de toute façon une mobilisation humaine extraordinaire qui fait la valeur de l'entreprise ERDF. Et l'élément premier de la résilience de l'entreprise, ce sont ces femmes et ces hommes, et je voudrais leur rendre hommage à travers ce témoignage. Ce qui fait la force de l'entreprise dans les équipes, c'est la camaraderie, l'entraide, la solidarité. On est bien content de voir des collègues arriver pour nous donner un coup de main. Et donc là, on rend l'appareil, quoi. Et puis on réalimente des gens et ça fait plaisir. La FIR, c'est un peu le cœur de notre métier, quoi. La résilience, puisque c'est le terme qu'on utilise, c'est la capacité de rebondir face à des situations de crise, apparaît à peu près partout dans le monde aujourd'hui du fait de ce qui semble être une multiplication des aléas climatiques. Et ça, nous avons su l'anticiper. Donc de ce point de vue-là, nous pouvons constituer un certain modèle, oui. La FIR, dans son acception actuelle, est un élément du service public du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que justement, elle a su s'adapter, elle a su progresser dans sa proximité, dans sa réactivité, dans la mise en œuvre des moyens, dans l'anticipation, autant de facteurs qui font que la FIR est aujourd'hui un élément du XXIe siècle. L'électricité est indispensable à la vie de nos sociétés complexes. Et depuis la tempête de 1999, la menace qui pèse sur sa distribution a évolué. Elle est aujourd'hui multiforme et continue à se transformer. Et la guerre contre le temps que mène ERDF est une guerre contre les éléments, mais aussi contre les excès et l'impatience des hommes. Et pour mener cette guerre, ERDF peut compter sur la FIR, fruit de l'intelligence collective, réinvention du service public à la française, très adapté et adaptable au monde incertain dans lequel nous vivons. On va profiter de remettre les ponts vite fait pour qu'après les gens puissent avoir l'électricité ce soir, quoi. Comme on leur a promis, quoi. Voilà. Moi j'ai connu ça étant jeune une fois, c'était en 1981.
sur le département des Pyrénées-Roussillon. Pendant 3 semaines, il n'y avait pas de courant. 3 semaines, j'avais 8 ans et il n'y avait pas eu de courant. Ça m'avait marqué. Bon, maintenant que je suis rentré à RDF, mon objectif c'était de ralimenter les gens. C'était de donner en fait cet esprit de service public. Si on n'a pas cet esprit-là, c'est pas la peine de venir. Voilà. Mais je pense que tous les gars qui sont là, c'est plus ou moins cet état d'esprit. Donc c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui fait plaisir et qui te donne envie de travailler.